Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de 3 œuvres, dont Le consentement de V.S. publié en 2020, La prunelle de mes yeux de Mathieu publié en 1993, et La petite fille et le vilain monsieur de Lizzie Corey publié en 2021. V.S. est la narratrice de son histoire. Son père est souvent absent de la maison. Sa mère l'a conçu à 20 ans. V.S. n'a pas de souvenir de moments heureux de sa petite enfance. Ses parents se disputent souvent. Le père est un maniaque de l'ordre. Un divorce est enclenché de la part d'une des deux personnes du couple. V.S. est intrigué par ce qu'il se passe derrière la porte de la chambre de ses parents. La directrice d'école dit à la mère que V.S. dort en classe à cause des disputes et qu'elle est d'un petit garçon circoncis à faire pipi droit. Alors que V.S. a été envoyé en colonie de vacances, des lettres de sa mère lui décrivent le nouvel appartement dans lequel elles vont vivre. V.S. mène une meilleure vie sans son père. C'est une bonne élève. Sa mère joue de la musique, jusque tard dans la nuit, et prend son bain, avec un kir et une cigarette. La mère a des amants, mais aucun s'installe dans leur vie. V.S. se lie d'amitié, avec Asia qui est une camarade d'école. V.S. passe une seule nuit dans l'appartement de son père. Le père pique, une colère après avoir remarqué que sa fille a touché à 3 livres. V.S. a trouvé une femme en latex, dans un placard de son père. Alors que V.S. est en train de faire du patin avec Asia, un homme ouvre son manteau et leur montre ses parties intimes. Pour ses 8 ans, le père offre à sa fille un camping-car Barbie. Dans celui-ci se trouve un lit à 2 places. V.S. place Ken auprès de Barbie, ce qui amène son père à faire une remarque déplacée. La mère travaille dans une petite maison d'édition. V.S. aime se trouver dans cet endroit. Elle voudrait plus tard écrire des livres. Le père amène parfois V.S. dans des restaurants chers. La petite fille ressent un malaise lorsque le père place un billet dans l'élastique d'un sous-vêtement d'une danseuse du ventre. Quelquefois, le père donne rendez-vous à sa fille dans des restaurants, mais il ne vient pas. Après que le père s'est trouvé une nouvelle compagne, il ne revoit plus sa fille. V.S. se console de l'absence de son père en se noyant dans les livres. Lors de vacances dans un hôtel à la montagne, V.S. entend les ébats de sa mère, avec son amant du moment. Durant des vacances dans une maison bretonne, V.S., Julien et sa cousine jouent à certains jeux. V.S. continuera plus tard ses jeux avec Julien, mais sans jamais aller jusqu'au bout. Elle entre au collège, et a ses règles. Les garçons ne la remarquent pas. Les jeux avec Julien continuent, mais il n'y a pas d'amour, ils ne sont pas considérés comme des fiancés. Julien parle à V.S. des filles dont il est amoureux. V.S. ne plaît à personne. Elle commence à écrire un journal intime. Asia a déménagé, la maison d'édition dans laquelle travaillait la mère a fermé. La mère s'appauvrit et se laisse aller. Toutes les conditions sont réunies pour ce qui va suivre. Lorsque V.S. a 13 ans, sa mère l'emmène à un dîner, dans lequel il y a quelques personnalités littéraires. À table, un homme nommé G.M., et qui est un écrivain la remarque. V.S. est intrigué par cet homme. La mère fait du charme à G.M., puis fait en sorte que G.M. monte dans sa voiture, afin de le ramener chez lui. G.M. est assis sur la banquette arrière avec V.S. V.S. se rend dans une librairie et achète un livre de G.M. La première phrase comporte sa date de naissance. Elle lit ce livre qui contient des allusions quant au goût de G.M. Elle considère le fait qu'un homme de lettres ait posé ses yeux sur elle comme un privilège. Pour la première fois, elle se trouve jolie. G.M. lui écrit de nombreuses lettres. Elle est flattée du fait qu'il s'adresse à elle avec le pronom vous. Elle finit par lui répondre. Elle a alors 14 ans, et lui bientôt 50. G.M. fait exprès de provoquer des rencontres. Il lui fixe un rendez-vous. Arrivée au rendez-vous, elle apprend que G.M. veut l'inviter chez lui. Il lui a acheté des pâtisseries. Elle hésite à monter dans le bus, mais elle y va tout de même, afin de ne pas passer pour une idiote et une gamine qui ne connaît rien à la vie. G.M. habite dans une chambre de bonne au 6e étage. G.M. et V.S. commencent à flirter, bien que le principal acteur soit G.M. V.S. apprend ses relations à sa mère, et lui fait lire un poème que G.M. lui a écrit. La mère ressent une certaine jalousie. Elle dit à sa fille que G.M. est un ce que V.S. ne parvient pas à croire. Lorsque sa mère parle de l'envoyer en pension, V.S. ne veut pas être séparé de l'écrivain. G.M. envoie à V.S. des lettres plus osées. V.S. prétexte un rendez-vous avec une camarade de classe, mais elle se rend chez G.M. Il est évident que G.M. ira plus loin que la dernière fois. G.M. se vante de la manière dont il a dépucelé des très jeunes filles, sans qu'elles aient eu mal, et qu'elles en gardent un bon souvenir. Puisque c'est impossible par devant, la perte de la virginité de V.S. se fera par derrière. V.S. dit être amoureuse, et se sentir aimée.
GM dit vouloir rompre avec ses maîtresses. VS et GM font des activités ensemble et se promènent main dans la main, ce qui provoque quelquefois le désaccord des passants. GM vient chercher VS à la sortie de son collège. Il porte en toute saison des lunettes noires, ce qui ne le rend pas toujours discret. Il préconise à VS de ne pas parler de leurs amours. VS ne comprend pas pourquoi. GM et VS refont l'amour. Il lui parle de ses relations passées avec de très jeunes filles. Pour justifier ses actions, il lui dit que durant l'Antiquité, le type de relation qu'il mène était un devoir. Il lui cite Edgar Poe, Lewis Carroll, Irina Ionesco et David Hamilton. Il se plaint du sort que les Américains ont fait à Roman Polanski. La mère, qui était tout d'abord contre cette relation, se met à l'accepter, car personne autour d'elle ne semble inquiet, et car sa fille est déterminée. VS explique cette acceptation par le fait que sa mère était seule, et que le contexte était alors complaisant envers ce type de relation. En 1977, GM a été à l'origine d'une pétition au sujet de 3 hommes incarcérés pour détention et photographie d'images pédophiles. Cette pétition a été signée par des personnes éminentes. VS parle de 2 autres pétitions, l'une portant sur une révision du code pénal au sujet des relations mineurs adultes, et l'autre est en soutien à Gérard R. Toutes 2 ont été signées par des personnalités connues. VS explique ses signatures par le but ultime des années 70, qui était la libre jouissance de tous les corps. Dans les années 81, ses idées étaient toujours présentes. Sa mère, qui a eu 18 ans en 1968, était, elle aussi, empreinte de ses idées. La mère s'accommode de la relation de sa fille, même si peut-être, qu'au fond d'elle-même, elle sait qu'il y a une anormalité. Elle a fait promettre à GM de ne pas faire souffrir VS. Elle invite parfois l'écrivain à dîner, ce qui donne un semblant de famille dans l'appartement. VS émet l'idée que GM remplace le père absent pour sa mère. Elle dit que dans les milieux artistiques et intellectuels, tout écart à la morale est toléré ou provoque l'admiration. Dans un autre milieu, les choses se seraient passées différemment. La mère dit à VS de ne pas parler de cette liaison aux grands-parents. VS a d'abord mal au pouce, puis la douleur s'étend aux articulations de ses doigts. Elle est envoyée à l'hôpital où on lui diagnostique un rhumatisme articulaire aigu, dû à une infection par un streptocoque. Durant son hospitalisation, un psychanalyste vient la voir. Il pense que sa maladie a un lien avec autre chose que vit VS. Elle ne parle que de ses problèmes au collège. Le psychanalyste a une théorie fumeuse sur l'origine de ces maux. VS reçoit la visite de l'amant de sa mère, qui est étrangement gentil avec elle. Il dit qu'il va se séparer de la mère et aimerait passer du temps avec VS. En s'en allant, il embrasse VS. Cette dernière reçoit également la visite de son père. Car elle est désappointée par le fait qu'elle n'ait pas réussi à le joindre depuis des années, elle lui annonce sa relation avec GM. Le père a une crise de colère et menace de porter plainte contre GM, ce qu'il ne fera jamais. GM passe voir VS quasiment tous les jours, sans que cela pose de problème. Lors d'une visite en gynécologie, VS se plaint du fait de ne pas pouvoir faire du sexe par devant. Le gynécologue lui propose une incision qui lui permettra de connaître les joies du sexe. VS doit faire une rédaction de français pour le lendemain. Le sujet est « Racontez un de vos exploits ». GM l'apprend et décide d'aider VS, même si la jeune fille ne le souhaite pas. GM raconte un concours d'équitation auquel il a autrefois participé. VS écrit son histoire. Au moment de rendre le devoir, VS apprend que la professeure lui a mis la meilleure note de la classe et que sa dissertation sera lue par toute la classe. VS a vécu ce moment comme une dépossession. Les garçons de l'âge de VS rejettent GM, alors que les filles l'admirent. VS apprend qu'elle est cocu et que GM a été vu en train d'embrasser une autre fille dans un bus. Un des camarades de VS traite GM de ce qui fait de GM un criminel et d'elle une complice. VS lit certains des livres de son amant. GM lui recommande les moins sulfureux et lui en interdit certains. Il dit avoir changé depuis sa rencontre avec elle et n'être plus le même que dans ses livres. Quand elle entend des accusations, elle pense que GM ne se dépeint pas tel qu'il est dans ses romans, mais qu'il force le trait. Elle relie sa naïveté d'alors avec le fait qu'elle avait un besoin d'amour. GM et VS s'écrivent des lettres et n'utilisent pas le téléphone. Elle garde ses lettres, tout comme GM conserve les siennes. Elle apprend que GM n'échange pas des lettres qu'avec elle, mais avec d'autres jeunes filles. Elle se rend compte que toutes ces lettres se ressemblent, ce qui laisse croire que GM a dépossédé les jeunes filles de leurs mots. GM publie certaines de ses lettres dans ses livres, ce qui lui permet de renvoyer l'image d'un séducteur, mais aussi de montrer qu'il n'est pas un monstre, puisqu'il est aimé et sait aimer. Elle parle de la manipulation qui a fait écrire à des jeunes filles de telles lettres. GM dit vouloir écrire un roman sur VS, et raconte comment elle a provoqué une réforme de son ancienne existence. Il commence à mettre en forme les différentes notes qu'il a prises sur un carnet noir.
GM est inquiet, car il a été convoqué par la brigade des mineurs suite à une dénonciation anonyme. Le problème est que VS n'a pas encore 15 ans, qui correspond à l'âge de majorité sexuelle. GM cache les lettres et les photos compromettantes chez quelqu'un. La mère est elle aussi inquiète, car elle est responsable de sa fille, et qu'elle a couvert la relation entre GM et VS. GM vient à la maison raconter comment s'est déroulé l'entretien. Il est parvenu à embobiner tout le monde. La lettre anonyme décrit certains faits et gestes de GM et de la petite V. La lettre a été envoyée par une amie de la mère nommée W. GM, VS et sa mère cherchent dans leur relation qui est W, mais ils ne parviennent à rien de concluant. GM est convoqué plusieurs fois à la brigade des mineurs à cause de lettres envoyées. VS a l'impression d'être censé ses pieds. Ils prennent tous les deux des précautions, afin de ne plus passer pour un couple. Un jour que GM et VS descendent l'escalier de l'immeuble, ils rencontrent la brigade des mineurs. Cette dernière désire parler à GM, mais GM dit devoir se rendre à une signature dans une librairie. GM présente Valérie comme une étudiante venue l'interroger sur son travail. Une nouvelle rencontre est fixée au lendemain. GM loue une chambre d'hôtel pour échapper aux persécutions de la brigade des mineurs. VS ne vient plus chez sa mère que lorsque celle-ci l'exige. Car GM a un problème à un de ses yeux, il a possiblement le VIH. Alors que VS s'imagine en héroïne tragique, GM angoisse, car il sait quelle sera la dégradation physique. Il n'a finalement pas le sida. Alors qu'il est hospitalisé, VS décroche le téléphone et se rend compte que le président de la République appelle GM. Elle saura que GM possède une lettre du président qui le complimente sur son style et qui pourra l'aider en cas d'arrestation. GM fait courir le bruit qu'il a le sida. Il est invité à une émission littéraire. Dans le taxi qui les emmène, GM reproche à VS de s'être maquillée alors qu'elle ne cherchait qu'à lui plaire davantage. Elle prendra place parmi le public. VS décrit également une autre apparition de GM dans Apostrophe. Elle compte les moqueries des invités et du présentateur et l'insurrection de Denise Bombardier. Finalement, tout passe comme une lettre à la poste. VS a tout de même conscience que sa situation est anormale. Cependant, c'est le fondement de sa nouvelle identité. Elle pense qu'il faut avoir une vision juste d'elle-même. Elle ne se considère pas la victime d'un prédateur sexuel et ne veut pas que personne s'étonne de sa situation. GM écrit un autre livre. VS regarde ce corps si spécial que son amant entretient notamment lors de ses passages dans une clinique suisse. GM n'aime pas les altérations physiques. Un jour qu'elle lui montre les plaques qu'elle a sur son corps, GM en est dégoûté. Alors que VS a été invité par un camarade à un concert, GM lui interdit de s'y rendre, car il craint que ce jeune homme profite de VS. GM contrôle les aspects de la vie de la jeune fille en surveillant ce qu'elle mange et en l'empêchant de fumer. Il lui lit le Nouveau Testament et lui fait réciter le Je vous salue Marie. Selon lui, l'Église est faite pour les pécheurs. GM part à sa cure de jouvence en Suisse. VS profite pour lire les livres qu'il lui avait interdits. Dans ces livres apparaît son goût pour les jeunes garçons. Elle imagine les personnes qui lisent ces récits et prévoit qu'elle deviendra elle aussi un support pour Quand elle est dans la rue, VS a sans cesse peur du regard des personnes qu'elle pourrait croiser. Un jour, elle ne parvient pas à passer la porte du collège. Elle se réfugie dans un bistrot. Elle ne parvient pas à écrire sur son carnet. Elle imagine ses camarades entrer en classe et le professeur faisant l'appel. Des femmes débarquent à l'improviste devant leur chambre d'hôtel. GM dit que ce sont des fans qui ont obtenu son adresse par le biais d'un éditeur. GM dit devoir s'absenter pour aller en Belgique. Cependant, dans la rue, elle le voit se promener avec une jeune fille. VS a maintenant 15 ans. Elle remarque le caractère routinier de leur relation et des manquements de GM. Elle a lu ses livres et ne parvient plus à voir l'amour. Elle se rend compte que leur amour n'est pas sublime comme aime à le répéter GM. Il aurait pu être sublime si GM n'avait cédé qu'une seule fois à l'amour d'une adolescente et non une centaine de fois. Dans les livres, VS remarque d'autres jeunes filles qui ont à peu près le même âge qu'elle. Elle se rend compte qu'elle sert à GM afin d'assouvir une passion et qu'il se sert de ses expériences pour écrire des romans. Elle comprend que GM n'est pas un homme bon et le compare à un ogre. VS commence peu à peu à se rendre compte de l'anormalité de la situation. Elle commence à interroger GM sur des sujets qui la dérangent, mais il parvient bien mieux à manier les mots qu'elle et parvient à avoir le dernier mot. Elle supporte de moins en moins le fait que GM l'enferme dans un livre dans lequel il se donnera le beau rôle. Il transforme leur histoire de manière à faire croire que VS en est la seule initiatrice. À chaque fois qu'elle émet des protestations, il la peint négativement dans son carnet. Il va faire en sorte que la rupture soit expliquée dans son journal de manière à faire croire que la faute revient à VS. Un jour, que VS rentre dans la chambre d'hôtel, GM est dans la salle de bain. En lisant un carnet, elle apprend que GM a une nouvelle conquête nommée Nathalie.
Elle en pleure. GM est en colère, car elle a dérangé son travail d'écrivain. Il dit que ce n'est qu'un brouillon qui n'a rien à voir avec la réalité. VS se rend compte de quel individu il est. Elle tente de sauter par la fenêtre, mais il la retient. Elle s'en va. Elle erre dans les rues à la recherche de quelqu'un à qui parler. Elle va pleurer près d'un clochard sous un pont. Elle se rend chez le mentor de GM, qui est le philosophe Émile Cioran. Elle pleure, puis se plaint de ce qu'elle vit avec GM. Au lieu de la soutenir, au contraire, il lui dit qu'elle doit soutenir GM sur le chemin de la création, et qu'elle doit se sacrifier pour lui. VS devient de plus en plus proche de Yuri, qui est un jeune homme de 22 ans qui garde, comme elle, un petit garçon d'une voisine. Un soir, elle lui raconte ses relations avec GM. Yuri lui dit que le coupable est GM, et qu'elle doit le quitter. GM sent que VS n'est plus sous sa coupe. Il lui propose de partir avec lui aux Philippines. Une partie d'elle-même a envie de s'y rendre, car elle espère ne pas trouver là-bas ce que GM a écrit dans ses romans. La mère refuse. Il brouille la fiction et la réalité dans le but de cacher ses mensonges à son amante. VS pense que GM peut être l'auteur des lettres anonymes. Elles ont servi à les souder et à éloigner VS de ses proches. Ces lettres pourraient faire partie du prochain roman de GM. Après que l'intérêt sur eux se soit relâché, GM a commencé à se désintéresser de leur histoire. VS lui demande s'il n'a pas été abusé par quelqu'un dans son enfance ou son adolescence. Il répond que oui. De cet abus, il n'y a aucune trace dans ses romans. VS détient maintenant un secret concernant GM. VS n'a pas pu quitter GM tant qu'il était présent. Elle pense à le quitter par lettre, tandis qu'il sera à Manille. Alors qu'elle pensait que GM attendait leur rupture, GM cherche à la culpabiliser de vouloir rompre. La mère tente de la rendre coupable de cette rupture. GM cesse de contacter VS. Cette dernière vit chez Yuri. Elle en veut à sa mère de ne pas l'avoir protégée. VS tente de reprendre une vie normale. Elle entre au lycée, mais des rumeurs se colportent entre les professeurs. Un jour, un homme dans la rue lui dit des obscénités. Elle a des accès de mélancolie que Yuri ne parvient pas à comprendre. Elle fait tomber toute la faute sur elle. VS a une sexualité biaisée avec Yuri parce qu'elle pense qu'elle doit donner du plaisir aux hommes, qu'elle fait semblant d'aimer le sexe, et qu'elle a des périodes durant lesquelles elle ne supporte plus qu'on la touche. Elle se remémore l'image de GM lorsqu'elle fait l'amour avec Yuri. Elle dit connaître des problèmes avec ses relations futures. Quand elle dit la vérité sur son passé, les hommes rompent avec elle. Laisser les moins de 16 ans a lancé la carrière de GM. Selon lui, l'initiation sexuelle des enfants ou adolescents par des individus plus âgés devrait être encouragée. Dans ses récits, il met en avant qu'il n'a jamais utilisé la ruse, la force, la contrainte ou la souffrance pour avoir ce qu'il voulait, et que les jeunes gens sont demandeurs. Il est difficile de se reconnaître comme victime d'abus, alors qu'on a été consentant. La différence entre les adolescents et les adultes est que les adolescents sont en recherche de l'affection, et qu'en échange, ils acceptent d'être un objet de plaisir. GM ne ressent ni regret, ni remords. Les prédateurs sont dans le déni, en ce qui concerne la gravité des actes, et se présentent soit comme des victimes, soit comme des bienfaiteurs. Dans Lolita, Humbert finit par comprendre sa faute, alors que ce n'est pas le cas de GM. VS est piégée dans les livres de GM. Elle se retrouve dans plusieurs livres, mais aussi dans des articles et des interviews. Elle en souffre. Il se peint en héros, et elle comme la traîtresse qui a mis fin à la liaison. Il tourne le roman en sa faveur, se présente comme un sauveur, et imagine le futur sinistre de VS. Personne ne dit à VS qu'elle peut porter plainte au sujet de la publication de ses lettres, et sur l'exposition de la vie sexuelle d'une mineure. Elle se rend compte qu'elle lui a servi dans sa propagande littéraire. D'avoir sa vie écrite dans des livres, va empêcher VS de se développer en tant qu'adulte, et va la figer dans un roman. VS souffre de crises d'angoisse. La directrice la convoque pour parler de ses absences répétées. Elle lui conseille, afin d'éviter un renvoi, de démissionner et de passer le bac en candidat libre. VS quitte Yuri, car elle ne veut plus lui faire supporter son mal-être. Elle rencontre un autre garçon, qui a recours au paradis artificiel. Elle fait de même. Elle doute de son existence, se met à jeûner, et ressent un sentiment d'euphorie. Puis, elle se prive de sommeil. Elle s'imagine en train d'errer dans un jardin public, où un homme portant des couronnes de fleurs mortuaires lui dit « Il n'y a pas d'heure pour les lâches, ou il n'y a pas d'heure pour les larmes ». Un policier l'invite à se réchauffer dans un fourgon qui contient une chaise électrique. Elle se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Elle a eu un épisode psychotique, avec une phase de dépersonnalisation. VS cherche à se reconstruire, mais elle n'y arrive pas. Elle participe à plusieurs cures par la parole. Elle a réussi à se réinscrire en classe préparatoire. Elle change souvent de vie. VS n'est pas nostalgique de son enfance et de son adolescence. Quand elle rencontre des hommes, elle leur prête de mauvaises intentions. Il lui faut du temps avant de s'abandonner à un homme.
VS travaille dans le monde de l'édition. En parcourant les livres, elle espère trouver quelque chose sur la petite V. GM lui écrit des lettres, qu'il envoie à la mère. Il lui demande son accord, afin que ses photos apparaissent dans une biographie. L'avocat de VS le menace de poursuites judiciaires s'il utilise son nom ou son image. Sur un site internet, elle s'aperçoit qu'il y a des photos d'elle, ainsi que des autres maîtresses. Elle veut mener une action en justice, mais le site n'appartient pas à GM, mais à un webmaster en Asie. Pour cette raison, et pour d'autres, VS ne peut rien faire contre cela. VS travaille dans une ancienne maison d'édition de GM. Les droits pour les moins de 16 ans n'ont pas été renouvelés. GM a retrouvé sa trace et harcèle la directrice de la maison d'édition, afin qu'elle joue les intermédiaires. La directrice finit par accepter. Dans ses mails, GM raconte tous les détails de leur vie et pratique, le chantage pour la revoir. Il lui a aussi envoyé des lettres. Il la désigne comme coupable d'avoir mis fin à leur liaison. En 2013, il y a eu un retour de GM sur la scène littéraire. Il a reçu le prix Renaudot. Il ne comprend pas que certains s'insurgent contre la remise de ce prix. Elle se demande pourquoi des éditeurs ont accepté de faire publier les livres de GM tout en sachant qu'ils contenaient beaucoup d'informations sur ses victimes. Elle se questionne sur la différence de traitement entre un individu lambda et un artiste quant à ses relations avec des moins de 15 ans. VS l'a revue une fois dans une brasserie en compagnie de cette Nathalie. Plus tard, Nathalie interpelle VS dans la rue. VS accepte de prendre un café avec elle, car Nathalie ne semble pas aller bien. Elle se rend compte que l'expérience de Nathalie est similaire à la sienne. Elles parviennent à rire de GM. VS dit que GM est éphébophile. Car son psychisme est resté dans la puberté, il aime s'entourer d'adolescents. VS a rencontré un homme qui a su guérir ses blessures, et elle est devenue mère. Elle s'en prend parfois à sa mère, qui ne reconnaît toujours pas ses torts, et pense que sa fille était plus mûre que le prédisait son âge. GM a 83 ans, et lui et ses œuvres sont tombés dans un relatif oubli. Il faut du temps à VS pour écrire ce livre. Elle se méfie des répercussions que ce livre aura sur son entourage, des problèmes liés à l'édition et aux attaques des admirateurs de GM et des 68 arts. Elle se décide d'écrire pour évacuer sa colère et se réapproprier son histoire. Aucune fille ne l'a fait avant elle, ce qui justifie le fait qu'aucune de ses maîtresses n'a eu à se plaindre de lui. VS a voulu visiter l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, mais elle s'est rendue compte que les œuvres de GM, ainsi que ses lettres y étaient. Elle pense à mettre la main sur ses lettres en se servant d'un prétexte. Elle imagine faire des confettis des lettres et des livres de GM qu'elle irait jeter au vent. Dans le prologue, GM définit l'ensemble de cette œuvre. Il a eu autrefois une vie dissolue, mais sa rencontre avec une jeune fille de 14 ans l'a transformé en un amant fidèle. Ensemble, ils doivent surmonter des obstacles, mais ça sera l'âme de la jeune fille qui fera péricliter le couple. Le 13 mai 1986, GM se situe à l'aéroport de Manille et va rentrer en France. Il en a assez de sa vie amoureuse dispersée et aimerait se stabiliser. Il pense à une jeune fille de 13 ans qu'il a rencontrée le 6 novembre chez les H2B, puis plus tard lors d'un salon du livre. Elle a maintenant 14 ans. Cependant, puisque la jeune fille bénéficie d'un cercle protecteur, il craint de ne pas pouvoir l'approcher. De retour en France, il reprend contact avec ses nombreuses maîtresses. Il reprend également son ancien mode de vie, qui consiste à rencontrer ses amis, dont beaucoup sont soit des artistes, soit des intellectuels, d'aller à la piscine de Ligny, de fréquenter des restaurants, de visiter des expositions, de se rendre dans l'établissement Vitatop, et de se peser régulièrement. Le 15 mai, GM reçoit par courrier une réponse de VS. GM songe à aller guetter la jeune fille sur le chemin du collège. Le 18 mai, il travaille en vue d'une nouvelle édition de la Caracole. Le 20 mai, il poireaute une troisième fois dans la rue dans le but de rencontrer VS. Cette fois-ci, le plan fonctionne. Dans la journée, GM lui écrit une lettre. Les jours suivants, il ne reçoit ni de coup de téléphone, ni de courrier de VS. Il se rend compte que ses maîtresses seront gênantes si VS venait à faire une apparition chez lui. Le 30 mai, il reçoit une lettre de VS. Dans son courrier, elle lui dit avoir peur qu'il la fasse souffrir. Elle lui communique son numéro de téléphone. GM pourra l'appeler, puisque sa mère ne répond jamais. Le 31 mai, GM téléphone à VS, mais il tombe sur la mère. Il apprend que VS est malade, et qu'elle l'appellera plus tard, afin de l'informer s'ils se verront le jour même ou lundi. Elle le rappelle plus tard, et dit qu'elle restera chez elle durant le week-end. Ils se verront lundi à 5 heures devant l'église Saint-Sulpice. Lundi 2 juin, VS ne vient pas au rendez-vous. Guillaume lui dit que VS n'a pas pu venir, car sa mère la surveille. GM reçoit un appel de VS, le 3 juin. Elle dit que sa mère la surveille, depuis que GM l'a appelée chez elle. Ils se reverront samedi et peut-être vendredi.
Vendredi 6 juin, ils passent du temps ensemble, avant que VS se rende au collège. Samedi, GM sait que A et la mère ont brossé un mauvais portrait de lui à VS. Il amène VS à son studio, à son grenier, comme il l'appelle, et ils s'échangent des bisous et des caresses. Le 9 juin, GM parle de VS à Alain Louchiter, qui lui conseille de faire attention, car le juge est là dans le collimateur. GM sait qu'il a le code pénal contre lui. VS dit que si GM est mise en prison, elle écrira aux journaux et ira voir Mitterrand. Le 10 juin, GM pense à faire le vide autour de lui. Il reçoit un appel de VS qui veut le revoir. Il écrit que VS l'aime. GM lui propose de s'installer chez lui si elle désire quitter sa mère. Il utilise une citation de Malebranche qui est « Le plus grand des pécheurs peut devenir, par le secours du ciel, pur et saint comme les anges ». GM a rendez-vous avec VS le 11 juin, mais elle ne vient pas. GM écrit à A, qui est une amie de la mère, afin que l'entourage de VS laisse la jeune fille avoir une relation avec lui. Il reçoit un appel de VS qui dit que son beau-père l'a sermonné contre GM. Le 12 juin, GM écrit une lettre au beau-père de VS, afin qu'il laisse libre cours à la relation. Il fait une prière à la Sainte Vierge, afin que tout se passe bien pour lui et VS. Il voit VS, qui lui dit que sa mère ne s'oppose plus au fait de revoir GM. C'est la rédemption, la fin du galop d'enfer. GM ne peut s'empêcher d'y voir une connotation religieuse. Vendredi, GM commence à rompre avec ses maîtresses. Plusieurs de celles-ci chercheront dans les prochains mois à renouveler leur relation avec GM. Lundi 16 juin, il écrit que Vendredi a utilisé le mot de passion pour qualifier la relation entre VS et GM. Elle a dit que ce que VS va vivre avec lui sera si merveilleux que ça lui sera difficile par la suite de le remplacer par d'autres hommes. GM veut se remettre à son dictionnaire philosophique nommé le taureau de Phalaris, dès qu'il aura fini la nouvelle Caracole. Le 17 juin, GM voit VS, qui n'est pas heureuse. Sa mère lui a raconté des horreurs sur lui. Il craint qu'on veuille la détacher de lui. La mère va envoyer sa fille en Irlande au mois de juillet. Peut-être vendredi, il apporte la Caracole à la table ronde. Mercredi 18 juin, GM apprend qu'Edmund White s'est servi du titre La Caracole pour un de ses romans, alors que White devait changer ce titre en cas de traduction française. Jeudi 19 juin, VS ne vient pas au rendez-vous, si bien que GM se demande si c'est un lien avec son livre intitulé Les moins de 16 ans. Cependant peu de temps après, VS le rejoint chez lui. Elle a du retard, car son collège l'a retenu. Vendredi 18, il a un nouveau rendez-vous avec VS, qui cette fois ne semble pas être manqué. Samedi, GM pense à demander une dispense à Mitterrand, afin de se marier avec VS. À la date du 23 juin, GM écrit que la veille, il a possédé VS modo puerili. Il se dit être un excellent professeur en amour. Il décide de changer le titre de la Caracole en Le Sabre de Didi. Le 26 juin, VS a passé la nuit avec GM. Elle avait appelé sa mère afin de savoir si elle pouvait passer la nuit chez GM, mais la réponse a été négative. Il dit avoir écrit à Mitterrand afin d'avoir une dispense pour épouser VS. Vendredi 27 juin, il rapporte que a dit que GM aime VS, et que la mère a rectifié en disant que GM désire VS. GM a accompagné VS chez le gynéco qui a dit n'avoir jamais vu une vierge aussi vierge, et qui a prévu que VS allait avoir mal lors de son premier rapport. GM accompagne la jeune fille ensuite à une audition. VS voudrait qu'il soit amant le plus vite possible. Samedi, GM recopie une lettre de VS, dans laquelle elle a prédit sa mort ou sa folie s'ils venaient à se séparer. Il écrit qu'elle a réveillé les bonnes qualités en lui. Mardi 1er juillet, il pense que VS a été amoureuse de lui dès la première rencontre. Samedi 5 juillet, GM s'en veut d'avoir écrit certains de ses livres qui évoquent son passé sulfureux. Mercredi, VS a dormi pour la seconde nuit chez lui. Dimanche 6 juillet, GM apprend par la mère que VS a été hospitalisé à cause d'une polyarthrite inflammatoire. Lundi, il souhaite offrir à VS un stylo Mont Blanc, car cela fait un mois qu'ils se sont échangés leur premier baiser. À partir de lundi, GM rend visite à VS à l'hôpital. Dans une lettre, a écrit qu'un psychanalyste lui a dit que VS somatise et qu'elle a eu une crise d'hystérie. Le mercredi 9, il lui semble que la mère se range à ses côtés, mais elle commence à lui lancer des piques. VS a lu un galop d'enfer. Elle n'aime pas certaines phrases, comme les mots cul-frais. C'est pour cela qu'elle n'a pas répondu à sa lettre du 26. GM aurait voulu n'avoir pas écrit ses livres. Vendredi 11, le père de VS doit venir voir sa fille à l'hôpital. Il est sous-entendu que cette visite est due à A, qui pense que VS est tombée dans les bras de GM, car elle n'a pas vu son père depuis 2 ans. GM attend un signe qui le préviendrait du départ du père, mais le temps passe, et le signe n'arrive pas. Il va errer vers l'hôpital. Samedi, nous apprenons que GM a dormi chez quelqu'un, car il ne veut pas être cueilli par la police.
Il a confié hier les photos et les lettres de VS à Christian Giudicelli. La veille, VS a mis au courant son père de sa relation avec GM, ce qui provoquait une grande colère du père qui a menacé de mettre GM en prison. GM sait que son crime n'est pas hypothétique, mais effectif. Lundi 14 juillet, la mère raconte que VS ne sortira peut-être pas de l'hôpital le lendemain et que la doctoresse lui a dit que VS ne menait pas une vie normale pour son âge. Le voyage en Irlande est annulé. VS passera une semaine dans le sud à partir du 23. Samedi, GM nous informe que lors d'un dîner chez les H2B, un critique littéraire a dit que la place de Matzneff est dans une prison, et qu'un gérontologue lui a cassé du sucre sur le dos. Le 19 juillet, GM a dîné en présence de VS et de sa mère dans l'appartement de VS après une invitation de la mère. Lundi, VS a un retard de règles, elle ne prend pas la pilule, et elle a peur de tomber enceinte. Il lui fait encore l'amour modo puerili. Le 22 juillet, GM écrit une lettre contre le gérontologue. Il s'imagine que les gens sont haineux, car ils sont jaloux de lui. VS a ses règles. GM reçoit une convocation à la brigade des mineurs pour demain. Le 25 juillet, GM nous raconte qu'il s'est rendu mercredi à la brigade des mineurs. Une inspectrice lui a permis de lire la lettre anonyme que la brigade a reçue. L'auteur de la lettre dénonce la relation qu'entretient GM avec une certaine Vanessa écrit avec un W qui aurait 13 ans. La lettre est signée une amie de la famille. GM a tout nié auprès de 3 inspecteurs et a été relâché. Il a ensuite rendu visite à VS. Mardi, 2 inspecteurs sont montés chez lui, mais comme GM n'était pas là, ils ont laissé une convocation dans sa boîte aux lettres. Vendredi 25, une liste des éventuels coupables a été établie. Dimanche, Sioran dit à GM que les autres sont jaloux, car GM a trop affiché son bonheur. Il lui conseille de faire courir le bruit d'un malheur. Lundi 28 juillet, GM passe pour la première fois par la voie du devant. Samedi 2 août, VS dit que GM aime n'importe qui du moment que cette personne a moins de 16 ans. Mercredi 6 août, il écrit que la veille, la mère a voulu les voir tous les deux. Elle les a informés que le père a demandé une enquête sur la santé morale et les fréquentations de VS. La mère veut que GM enlève sa dédicace à VS sur le roman Le sabre de Didi. GM l'enlèvera le 7 août. Samedi, GM compare VS à Francesca. Il écrit que le caractère odieux de Francesca le poussait à se méfier d'elle et à penser qu'une rupture pouvait intervenir à n'importe quel moment. Ce n'est pas le cas avec VS, car il pense qu'ils vont s'aimer durant longtemps. Le 12 août, GM a 50 ans. Il a passé son anniversaire dans les bras de VS. Jeudi 14 août, VS part avec les H2B à la campagne. La mère a promis à VS que GM allait la rejoindre, mais la mère repousse toujours à plus tard cette rencontre. Dans la nuit du 3 au 4 septembre, GM reçoit une nouvelle lettre de la brigade des mineurs. Le 4 septembre, VS reprend les cours. GM reçoit un coup de fil de l'inspecteur Petit de la brigade des mineurs. GM a un entretien à la brigade des mineurs le vendredi 5. Il lit une lettre anonyme très semblable à la première. 2 jours plus tard, Roland Jacquard dit que GM subit un acharnement policier, car il est Matzneff. Mercredi 17, les premiers exemplaires du sabre de Didi sont arrivés à la table ronde. Lundi 22, GM écrit qu'il n'a pas reçu de coup de fil de VS et que VS n'est pas chez elle. La mère a dit à VS qu'elle espérait qu'elle allait larguer GM. Mercredi 24, GM décrit les piques que la mère lance devant sa fille et GM. VS écrit que sa vie est morne et triste auprès de sa mère. Samedi 27 septembre, VS et GM devaient passer la nuit ensemble, mais la mère a réquisitionné sa fille pour un dîner. Hier, VS a pleuré des petites persécutions de sa mère. Un samedi d'octobre, GM écrit qu'il y a plus de décalage d'âge entre Picasso et Jacqueline qu'entre lui et VS. Stéphane Janssen dit à GM que c'est les 14 ans de VS qu'il aime, et il se demande si GM aimera encore VS quand elle sera plus âgée. Jeudi 6 novembre, il écrit qu'il a dédicacé « Nous n'irons plus au Luxembourg à VS » et qu'il refuse de faire marche arrière cette fois-ci. Jeudi 20, GM raconte qu'avant hier, il est monté à l'appartement pour raccompagner VS chez elle. Il y a eu une altercation avec DB. Ce dernier a reproché à VS de n'être pas venu à son dîner d'anniversaire. Des personnes informent VS que GM la trompe avec d'autres filles. Le 1er décembre, GM est le premier lauréat pour le prix Oscar Wilde. VS n'a pas pu l'accompagner à l'événement à cause de sa mère. Mercredi 3 décembre, GM prévoit de passer les vacances de Noël avec VS à Ajaccio. La mère donne son accord. Mercredi 10, dans une vitrine, VS voit une photo de GM avec Laurent sur ses genoux. Elle feint de ne pas en être touchée, mais c'est le signe qu'elle deviendra possessive et jalouse. GM est invité par un ami à venir le rejoindre en février aux Philippines.
Dimanche 14 décembre, GM écrit que la veille, il a eu un malaise dans un restaurant. Il aurait eu une crise de foie, car il mange trop. Le samedi 20, GM raconte une dispute avec la mère de VS, qui a eu lieu lors de la nuit du jeudi au vendredi. Alors qu'il était tard, que sa fille était fatiguée et qu'il pleuvait, la mère a exigé le retour de VS chez elle. VS a rencontré un garçon qui lui a dit qu'elle était cocu, et que GM a embrassé une autre fille dans le bus. Dimanche, GM et VS ont pris l'avion, et sont maintenant à Ajaccio. Le 26 décembre, il écrit qu'il n'a pas pu emmener VS à l'étranger en raison de son âge. Durant la nuit du 30 au 31 décembre, GM lit l'Évangile à VS. Le 4 janvier 1987, VS et GM sont à l'aéroport. Lundi 5 janvier, GM se rend à la banque, car s'il est à sec, il ne partira pas pour Manille. Jeudi, GM remarque la chance qu'il a d'être avec une jeune fille de 14 ans et de ne pas aller travailler. Dimanche 11 janvier, VS souhaite lire Un galop d'enfer. GM ne le veut pas. VS prend le livre de force. Il s'en veut d'avoir écrit un tel livre. Le 19 janvier, GM écrit qu'il en a assez du froid de Paris, mais il ne veut pas s'en aller, car VS est là. VS lui parle de son goût pour les petits garçons. Le samedi 24, GM hésite entre partir à Manille et rester avec VS. La jeune fille devient de plus en plus possessive. Il dit qu'il doit partir à Manille afin de continuer d'écrire son roman Harrison Plaza. Le lundi 26, GM part s'acheter un billet Paris-Manille, mais renonce car il attend les épreuves du taureau de Falaris et car il craint la tristesse de VS. La mère s'est servie du départ de GM pour pousser sa fille à rompre avec GM. Le samedi 31, GM écrit qu'il a finalement pris ses billets. Il ne restera à Manille que le temps nécessaire pour réactiver son roman. Il partira par la suite en Tunisie avec VS. Il part le 7 février. Durant la durée de son séjour, GM se montre comme repoussant les avances qu'on lui fait. Il reprend l'avion le 17 février. Du 22 février au 1er mars, il passe des vacances en Tunisie en compagnie de VS. Mercredi 4 mars, VS boude, car elle a trouvé des notes de Marie-Elisabeth dans un des livres de GM. De par son expérience avec Francesca, il sait que la jalousie ne peut aller qu'en s'augmentant. Lundi 9 mars, GM écrit que la veille VS a dit que GM la larguera lorsqu'elle aura 20 ans et qu'il se tournera vers une fille de 12 ans. Le 16 mars, VS a 15 ans. Le même jour, GM est hospitalisé à cause d'un problème à l'œil dont il connaît l'existence depuis quelque temps. Le personnel soignant pense que GM se pique. GM a possiblement le sida. GM est inquiet, car s'il est porteur de cette maladie, il a contaminé VS. On apprend que GM a dans l'œil un champignon blanc nommé Candida. GM aura des transfusions de sang. VS rend visite à son amant. Après une demande de VS, GM lui apprend le « Je vous salue Marie ». Mardi 17 mars, VS écrit à la place de GM, car la perfusion empêche GM d'écrire. Cela sera le cas plusieurs fois lors du séjour à l'hôpital. GM apprend que Pivot l'invite à son émission le 3 avril. Jeudi 19 mars, GM apprend qu'il n'a pas le sida. Le lendemain, il analyse cette information comme un signe de Dieu qui confirme que GM a bien fait de rompre avec sa vie d'avant. La maladie de GM lui permet de se rendre compte le surlendemain qu'il faut qu'il se consacre à VS. La jeune fille a depuis quelque temps des ennuis de santé. Les perfusions ne sont pas bonnes pour Matzneff qui s'affaiblit. Lundi 23 mars, VS décroche le téléphone placé dans la chambre d'hôpital de GM. Elle apprend que Mitterrand veut parler à GM. Mardi 24, GM se fait opérer. L'opération se passera bien. Il devra suivre un traitement au laser. Vendredi 27, GM projette de s'installer à l'hôtel Taran peu après sa sortie de l'hôpital. Il va se rapprocher du collège de son amante. VS remarque que quasiment pas un jour, ils ne se sont pas vus. Ensemble, ils ont tout vaincu. Dimanche 29 mars, GM a l'impression d'avoir vieilli. Son invalidité ne le rend pas bien moralement. Alors qu'il mesure 1,82 m, il ne pèse plus que 57 kg. Jeudi 2 avril, GM est réhospitalisé. La veille, il a bu du vin, ce qui a provoqué en lui des grands moments de faiblesse. Il parvient à revenir à son hôtel le jour même. Le 3 avril, il n'a pas fait l'amour avec VS, car une personne lui aurait dit que ce n'était pas recommandé de faire l'amour avec son problème de rétine. GM rencontre Madame F, qui est la mère de Marie-Elisabeth. Elle lui reproche d'avoir perturbé sa fille. GM participe à l'émission Apostrophe lors de laquelle tout le monde avait le visage fermé, à part Pivot et BHL. Les jours suivants, GM a une santé en dents de scie, un mauvais moral à cause de sa santé, des difficultés pour écrire, et il fait en sorte que le docteur Orang, qui l'a soigné à l'hôpital, ait une bourse. Le lundi 13, VS lui a fait 2 scènes à partir de rien.
GM a l'impression qu'elle est une nouvelle Francesca et regrette d'avoir rompu avec ses maîtresses. Le mardi 14, VS lui a fait encore des scènes aujourd'hui et les jours précédents. Elle n'est pas bien, car elle sait que les ex-maîtresses de GM cherchent à le revoir. La mère veut cloîtrer VS durant les vacances, car sa fille a eu un mauvais bulletin scolaire. Mardi 21 avril, GM décrit une crise de jalousie de VS de la veille. Il ne veut pas entrer dans les disputes. D'après GM, il est fidèle envers VS. Ensemble, ils vont voir Lolita au cinéma avec VS, mais il est déçu du film. Jeudi 24, VS est encore jalouse à cause du passé de GM, tout comme l'a été Francesca. Il s'en veut d'avoir écrit ses livres. Yves Saint-Laurent souhaite être le mécène de GM. Lundi 27, VS se plaint des cours et de sa mère. Elle voudrait que GM l'épouse. La fondation d'Yves Saint-Laurent va prendre en charge la note d'hôtel de GM. Les jours suivants, GM écrit que VS a une succession de crises. Il se dit que puisqu'il est accusé d'infidélité, alors que ce n'est pas vrai, il finira par être infidèle. VS n'apprécie pas non plus lorsque GM doit s'absenter pour aller voir ses amis. GM ne parvient pas à écrire à un rythme normal. Jeudi 11 juin a lieu un conseil de classe qui déterminera si VS passera en classe de seconde ou non. La réponse est positive. Elle entrera au lycée Fénelon. Dans la nuit du 15 au 16 juin, GM écrit que la mère de VS a dit à sa fille qu'il était un macho. Il pense que la mère va liguer VS contre lui. Mercredi 17, GM écrit que la veille, il a appris qu'il a obtenu une bourse de 100 000 francs. Le bras droit d'Yves Saint-Laurent lui dit de ne pas s'inquiéter pour la note d'hôtel. Il faut que GM prenne soin de sa santé et continue d'écrire ses livres. Vendredi 19, GM apprend qu'Anne B est décédée soit d'un accident, soit car elle a mis fin à ses jours. Marie-Elisabeth vient de recevoir les lettres qu'elle et GM ont adressées à Anne B. Samedi, GM assiste à un spectacle de danse et est outré des danses lascives que les jeunes filles font sous les yeux des parents. Les jours suivants, VS continue de lui faire des scènes. GM appréhende les moments qu'il devra passer avec elle. Lundi 22 juin, VS passe son BEPC. Dimanche 28, GM et VS sont dans un hôtel de Nice. VS est froide avec lui. Elle dit que s'il retourne à Manille, elle le trompera. Il veut rompre. Le 8 juillet, GM reçoit un courrier lui annonçant qu'il a reçu la somme de 40 000 francs pour l'ensemble de ses travaux. La veille, VS a eu une crise de jalousie après 2 coups de fil féminin reçus par GM. VS a voulu se jeter par la fenêtre, mais GM l'a retenu. Le 27 juillet, il nous raconte que ces derniers jours VS s'est querellé avec lui. Elle a encore failli passer par la fenêtre. Elle commence à jeter des affaires par la fenêtre. Le 13 août, cela fait longtemps que M n'a pas écrit dans son carnet. Il a été à Saint-Malo avec VS. Hier c'était l'anniversaire de GM. VS a toujours les crises et le couple se réconcilie sur l'oreiller. Les crises sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes. Le 21 août, il écrit qu'avant-hier, a reçu une convocation de la brigade des mineurs au sujet d'une affaire la concernant. La brigade des mineurs reçoit encore des lettres anonymes concernant GM. En plus des 2 lettres déjà mentionnées, il y en a eu 3 autres. Les courriers dénonça, qui a abrité les amours de GM et de VS. Vendredi 28 août, GM apprend qu'il y a eu un coup d'État aux Philippines. Il pense que Camilla, qui est une camarade de lycée de VS, va faire écran entre lui et VS, tout comme l'ont fait auparavant les 2 amis de Tatiana. Mercredi 9 septembre, les 2 amants reçoivent un appel inquiétant de la mère. En effet, le père de VS a dit à la mère que soit il ne payera plus la pension, soit il allait faire inculper GM et porte plainte contre la mère. Vendredi 11, GM a offert la veille à VS une bague dont le prix est supérieur à un voyage en avion à Palavas. Mercredi 23 septembre, il se plaint des disputes de VS. Il écrit qu'il reste avec elle, car elle a menacé de mettre fin à ses jours. Il se rend compte qu'il existe des filles aussi bonnes au lit que VS et qui ne lui feront pas toutes ces scènes. Lundi 28 septembre, GM nous raconte que la veille VS lui a dit que le fait que l'intrigue d'Harrison Plaza se passe à Manille est un alibi, afin de se rendre aux Philippines. Mercredi 30, GM nous décrit une scène qui a eu lieu la veille. VS a rompu avec GM. Elle lui a rendu sa bague et son Mont Blanc. Car il a refusé de lui rendre sa brosse, elle lui a filé un coup de poing, qui pouvait être dangereux pour l'œil de GM. Le 1er octobre, Sioran et Verdier conseillent à GM de rompre. Lundi 12 octobre, GM achète 2 billets pour les Philippines, afin d'y passer Noël pour VS. Entre le 24 et le 25 novembre, GM écrit qu'il y a eu une dispute dimanche avec VS et que depuis il n'a pas de nouvelles d'elle. Le 4 décembre, elle revient dans la chambre d'hôtel. Le 6 décembre, la mère ne veut plus que sa fille parte à Manille, soi-disant à cause de la situation politique du pays.
Le jeudi 10 décembre, VS a eu une dispute durant laquelle elle a quitté GM. Ils se réconcilient quelques jours avant le 20 décembre. Le 22 décembre, GM fait le voyage pour se rendre à Manille. Il se demande s'il a eu tort de se réconcilier avec VS. Dans l'épilogue, GM raconte qu'après son retour en France, il a reçu une lettre de rupture de VS. Quelques semaines plus tard, Harrison Plaza sort en librairie. L'auteur nous déclare dès le début que GM n'est pas un saint. GM se donne lui-même une image négative dans ses livres. L'auteur conclut la première section avec l'idée que les grands écrivains sont rarement des petits saints. Les textes de GM font office de confession. L'auteur ne comprend pas que l'on interdise les moins de 16 ans, puisque GM y décrit une passion qu'il n'est pas le seul à ressentir. GM peut déformer la vérité, comme dire la stricte vérité. La publication n'est pas sans conséquence, puisque GM publie son journal, et qu'il le fait alors qu'il est encore vivant. GM ne fait pas preuve de délicatesse en donnant des informations sur ses amantes, si bien qu'il est facile de les identifier. Selon l'auteur, exposer crûment l'amour, qui est un don, revient à pratiquer un viol. Puisque l'écrivain est vivant, et que ses ex-amantes le sont aussi, cela permet à ses anciennes compagnes de réagir, et de donner leur version. Lizzie Corey prévoit que les lecteurs ne blâmeront plus GM sur ses indiscrétions, lorsque ses amantes ne seront plus de ce monde. Le fait que des anciennes compagnes de GM soient encore en vie leur permet de donner leur version des faits tels que l'a fait VS. Les témoignages des ex-amantes permettraient d'éclairer la vie de l'écrivain et d'enrichir son œuvre. Cependant, il y a des points de discorde entre la version de GM et celle de VS. Dans le consentement, GM y est décrit autrement que dans ses livres. Après la parution du consentement, s'est déroulé un lynchage médiatique envers GM, ainsi qu'un lâchage de milieu littéraire. Pourtant, la référence à l'abus qu'il a subi à 13 ans devrait faire en sorte que les lecteurs le plaignent. Le consentement comporte des flous temporels. Il est difficile de se référer à une œuvre de GM afin de combler cette lacune, car plusieurs livres de l'écrivain ont été retirés de la vente. La première rencontre entre GM et VS date du mercredi 6 novembre 1985. Ensuite, GM a écrit une lettre à VS et à sa mère. VS ne lui a pas répondu. GM a rêvé de VS lors de la nuit du 11 au 12 novembre. Il l'a vu au salon du livre du jeudi 20 mars 1986. Il lui a envoyé une lettre à laquelle elle a répondu. Il lui a envoyé une lettre plus explicite, mais VS n'y a pas répondu. GM s'est envolé pour les Philippines. La prunelle de mes yeux dépeint presque au jour, le jour leurs amours. VS y est décrite comme la personne qui a transformé le coureur de jupons en un amant irréprochable. Cette idée est énoncée dès le prologue qui fait office de bande-annonce. Le couple ne semble péricliter qu'à partir de la sortie de GM de l'hôpital. Cela signifie que tous deux ont vécu 10 mois de bonheur, sur lesquels VS ne s'attarde pas. Dans le consentement, elle ne parle ni du voyage en Corse, ni du voyage en Tunisie. L'auteur s'interroge sur la consistance de l'amour entre VS et GM, puisque GM se demande qu'est-ce qui leur reste, quand il ne peut plus faire l'amour, avec VS après son opération de l'œil. L'auteur nous donne quelques dates d'une première période, qui s'étend du jeudi 15 mai 1986, date à laquelle GM a reçu une lettre de VS, au vendredi 3 avril 1987, date à laquelle GM a participé à l'émission Apostrophe. La seconde période plus tumultueuse s'étend du 14 avril 1987, date à laquelle VS avoue être jalouse des anciennes compagnes, qui court après GM, au 21 décembre 1987, date à laquelle GM s'envole pour les Philippines. Dans Les Demoiselles du Tarn, GM écrit avoir quasi respecté son vœu de fidélité à VS. Il existe plusieurs phénomènes étranges, car GM a écrit à propos de visites de jeunes lectrices, car son journal comporte des trous temporels, et car dans La prunelle de mes yeux, GM ne dit pas être parti aux Philippines, le 21 décembre 1987 avec Diane. Dans Les Demoiselles du Tarn, GM affirme que son journal est quasi conforme à ses carnets noirs, et que des chercheurs pourront vérifier cette quasi-similitude en consultant ses carnets, or il a vendu, ou donné certains de ses carnets à des admirateurs. L'auteur nous fait part de deux prophéties concernant GM. L'une anticipe sa rencontre avec VS, et l'autre énonce que GM vivra vieux sans vieillir. Dans une pièce intitulée La guerre civile, un personnage falsifie sa correspondance dans le but de donner une certaine image à la postérité. Dans La Passion Francesca, GM aurait laissé des pages blanches, dans le but d'écrire des passages ultérieurement. L'auteur explique la trop belle lettre de rupture de VS, par le fait qu'elle ait eu besoin de magnifier leur amour, et ceci dans le but de ne pas admettre de n'avoir été qu'un objet entre les mains de son amant. Dans le consentement, on pourrait croire qu'après leur rupture VS et GM ne se sont vus qu'une seule fois. Or, dans Les Demoiselles du Tarn, il est écrit qu'ils se sont vus, et écrit plusieurs fois. GM décrit dans un de ses carnets une retrouvaille plus que chaleureuse qui a eu lieu en 1990.
entre les deux versions des anciens amants, il existe plusieurs différences. VS dit avoir lu les moins de 16 ans des années après la séparation, or GM écrit qu'elle l'a lu le 18 juin 1986. Elle dit avoir lu des livres interdits lors du voyage de GM en Suisse, or GM ne parle pas de ce voyage. VS cite une phrase de GM, qui est les petits garçons de 11 ou 12 ans, que je mets ici dans mon lit sont un piment rare, mais cette phrase se situe dans Mes amours décomposés paru en 1990. Il paraît impossible que VS ait lu cette phrase en 1987. VS aurait eu accès à des passages concernant les passions de GM bien avant leurs amours. L'auteur se demande si VS s'est servi de sa mémoire qui peut être imparfaite 30 ans après les faits, ou si elle s'est servi des notes de son journal. Certains propos de VS manquent de sens. Ainsi VS reproche à GM de ne pas s'intéresser aux journaux qu'elle écrit, mais elle lui reproche de faire son devoir à sa place. Elle écrit que GM voulait contrôler tous les aspects de sa vie, même les religieux, or GM paraît peu coercitif. Dans La prunelle de mes yeux, GM écrit que c'est VS qui a voulu apprendre le Je vous salue Marie. L'auteur émet des doutes sur le fait que GM ait fait courir un bruit au sujet du sida, bien que cela soit possible. Lizzie Corey se demande quel est le but d'écrire au sujet de l'horreur des altérations physiques de GM et de ses cures diététiques. Selon VS, GM semble avoir caché le fait qu'il ait été l'investigateur d'une pétition jusqu'en 2013, or GM l'énonce lui-même dans un galop d'enfer. L'auteur se demande si VS n'a pas fait feu de tout bois afin de charger GM. Dans L'amante de l'Arsenal, GM traite de renégade celle qui renie l'histoire qu'elles ont vécue avec lui. L'auteur remarque que GM est bien plus aigri dans L'amante de l'Arsenal que dans Harrison Plaza. Le consentement a permis à GM de devenir davantage célèbre. D'après l'auteur, GM est un véritable écrivain, si on se confère à la définition que GM a donnée d'un écrivain. Nous pouvons lire ses romans sans pour autant avoir de tendance Suite à la publication du consentement, des livres de GM ont été indisponibles en librairie et impossibles à commander. Le 11 janvier 2015, a eu lieu un défilé de personnes se disant Charlie. 5 ans plus tard, le consentement a été publié. L'auteur est agacé par le fait que Matzneff soit décrit comme un écrivain sans talent, alors que ses ouvrages ont été publiés durant plusieurs décennies par des éditeurs prestigieux. Lizzie Corey n'apprécie pas que l'on condamne en bloc l'œuvre, et que l'on fustige l'homme. L'auteur remarque le manque d'intérêt de VS à cette double condamnation, et la défense de Bunnell lors d'une émission de la Grande Librairie. Le consentement a permis aux œuvres de GM d'entrer dans la légende, ce qui fera que cet écrivain sera lu bien des siècles plus tard.